Bonjour, si vous avez bien compris comment s'organise le cytosquelette d'actine et comment les différentes protéines de liaison de l'actine régulent la polymérisation, alors dans ce nouveau chapitre, on peut aborder maintenant les différentes fonctions cellulaires liées aux microfilaments d'actine. Le cytosquelette d'actine joue un rôle prépondérant dans le maintien de la forme des cellules. Par exemple, les microfilaments forment l'armature des microvillosités. Le rôle de ces microvillosités dans l'organisme est d'augmenter la surface cellulaire apicale au niveau du tube digestif et ainsi d'améliorer la capture des nutriments. Comme vous pouvez le voir sur l'image de microscopie électronique à balayage présentée à gauche de la diapositive, la bordure en brosse des cellules épithéliales digestives est formée de nombreuses microvillosités. Ces microvillosités sont composées de filaments d'actine associés en faisceaux parallèles, comme on le voit sur le schéma central. Je vous rappelle que ces faisceaux parallèles sont formés de nombreux filaments d'actine parallèles, liés par des petites protéines de réticulation de type fimbrine ou viline. Ils sont orientés avec leur extrémité positive en position distale, c'est-à-dire proche de la membrane plasmique. À cette extrémité, les filaments sont stabilisés par des protéines de coiffage. En l'occurrence ici, il s'agit de la protéine CAPZ. Donc, ils ne peuvent plus s'allonger puisque l'encombrement stérique réalisé par les protéines de coiffage empêche la fixation de nouveaux monomères d'actine G. Les filaments des microvillosités sont ancrés de façon perpendiculaire sur un réseau de filaments périphériques sous-membranaires appelés actine corticale. Comme vous pouvez le voir sur cette coupe transversale à droite de l'image, les microvillosités contiennent plusieurs filaments parallèles. Ici, 7 filaments sont représentés, mais en réalité, les microvillosités peuvent contenir jusqu'à 25 ou 30 fibres parallèles qui sont maintenues entre elles par la fimbrine, qui confère la cohésion de la structure. Les microvillosités ont une hauteur de l'ordre de 1 à 2 micromètres. Une autre structure cellulaire qui est composée de faisceaux parallèles de microfilaments sont les filopodes. Comme je vous l'ai dit dans le premier chapitre de ce cours, les filopodes des cellules sont des extensions longues et fines de membranes cellulaires. On peut en visualiser plusieurs sur cette photo de microscopie à fluorescence. 2 particulièrement typiques ont été encadrés en jaune. Les filopodes contiennent de petits filaments parallèles serrés stabilisés par l'alpha-actinine, comme c'est représenté sur le schéma de gauche. L'alpha-actinine, je vous rappelle, a également pour rôle de stabiliser les faisceaux contractiles. Ils sont un support mécanique de la membrane plasmique. Contrairement aux microvillosités dont la taille reste constante, les faisceaux parallèles des microfilaments localisés dans les filopodes sont capables de polymériser à leur extrémité positive grâce à la présence de 2 protéines dont on a déjà parlé, la formine et la profiline. Cela va permettre un allongement des microfilaments d'actine qui vont pousser la membrane plasmique et donc un allongement des filopodes. Ces filopodes vont grandir jusqu'à trouver un substrat sur lequel ils pourront se fixer. Les microfilaments d'actine sont aussi responsables de la formation des structures cellulaires que l'on appelle lamellipodes. Comme vous pouvez le voir à nouveau sur cette autre image de microscopie à fluorescence, les lamellipodes ont été encadrés en jaune. Ce sont de fins feuillets de membrane localisés au niveau du bord principal de la cellule. Le bord principal étant le bord de la cellule qui peut avancer sur un support. Dans la cellule, les lamellipodes sont le site de l'exocytose et d'une partie de l'endocytose. Mais surtout, ils permettent la migration des cellules. On dit que ces lamellipodes sont composés d'une structure appelée cortex cellulaire. Dans ce cortex, les microfilaments d'actine sont organisés en réseaux de mailles, c'est-à-dire que les longs filaments d'actine s'entrecroisent avec des angles de l'ordre de 70 à 90 degrés et sont maintenus dans cette position par des protéines de réticulation de type filamine. Les extrémités positives des filaments, dirigées vers la membrane plasmique, peuvent être temporairement coiffées par les protéines CAP.
Contrairement aux faisceaux parallèles présents dans les microvillosités et dans les filopodes, cette structure d'actine est peu compacte. Les microfilaments d'actine sont également l'élément clé de la ceinture d'adhérence. La ceinture d'adhérence est visualisée en vert sur ce schéma de cellules épithéliales représentées à gauche de l'image. Cette ceinture d'adhérence est formée par des microfilaments d'actine connectés à une région que l'on appelle la zonula adhérence. Si on zoome sur cette partie, ce qui est présenté au centre de l'image, on peut voir que les filaments d'actine sont arrangés sous forme de faisceaux contractiles. Rappelez-vous que les faisceaux contractiles sont composés de fibres d'actine parallèles ayant leur polarité opposée et avec un espacement lâche qui est maintenu par des molécules de myosine, comme ici la myosine 2 par exemple, et par l'alpha-actinine. Ces faisceaux contractiles s'étendent d'une extrémité à l'autre de la cellule et peuvent se contracter par glissement d'un filament d'actine par rapport à l'autre. Et c'est le rôle de la myosine 2 que l'on a déjà vu. Pour que ce mouvement induise une contraction de la cellule, il faut que les filaments d'actine soient maintenus au niveau des membranes plasmiques. Et cela est obtenu grâce à des complexes protéiques à base de cadérine que l'on voit représentés entre les cellules. Comme on le voit sur ce schéma de droite encadré en rose, les cadérines sont des protéines qui ont un domaine transmembranaire et une région extracellulaire qui est composée de 5 domaines similaires, répétés, capables de lier une autre molécule de cadérine de la cellule adjacente. Les cadérines possèdent également un court domaine cytoplasmique sur lequel est fixé un complexe protéique à base de bêta et d'alpha-caténine. Les filaments d'actine se lient à cette alpha-caténine. Ce schéma des complexes à base de cadérine est extrêmement simplifié, mais il vous suffit pour comprendre la fonction de la ceinture d'adhérence. Comme les faisceaux contractiles d'actine sont connectés à ces complexes à base de cadérine situés de part et d'autre de la cellule, et qu'ils relient deux cellules adjacentes entre elles grâce aux interactions des régions extracytoplasmiques des cadérines, la ceinture d'adhérence permet d'une part la cohésion des tissus en renforçant l'intégrité cellulaire et également il permet à l'épithélium de résister aux agressions mécaniques. Un cinquième rôle joué par les microfilaments d'actine, dont on a déjà parlé au paragraphe sur les myosines, est un rôle dans le transport des vésicules et particulièrement dans le mécanisme d'exocytose qui est représenté ici. Je vous rappelle que ce mécanisme a lieu principalement au niveau des lamellipodes des cellules, eux-mêmes sont composés de cortex cellulaire. Dans le processus d'exocytose, les microfilaments d'actine interviennent uniquement dans la phase finale du transport des vésicules lorsqu'elles sont proches de la membrane plasmique. Les protéines motrices de type myosine 1 et myosine 5 lient d'une part les vésicules d'exocytose par leur région fibreuse et d'autre part le filament d'actine par l'intermédiaire de leur tête globulaire qui possède un domaine de liaison à l'actine. Grâce à l'énergie cinétique obtenue par hydrolyse de l'ATP qu'elles contiennent, les molécules de myosine font cheminer les vésicules le long des filaments d'actine du cytosquelette vers l'extrémité barbue du filament, c'est-à-dire vers la membrane plasmique. Finalement, le cytosquelette d'actine est l'acteur de la migration cellulaire, un mécanisme extrêmement important dans l'organisme. En effet, il faut savoir que de nombreux phénomènes physiologiques nécessitent que les cellules migrent d'une localisation à une autre. C'est le cas par exemple au cours de l'embryogénèse ou encore lors de la cicatrisation de la peau. Le déplacement des cellules est possible grâce au cytosquelette d'actine et se fait en plusieurs étapes qui sont représentées ici et que nous allons décrypter dans les diapositives suivantes. La migration cellulaire fait intervenir plusieurs structures dont nous avons déjà parlé, comme par exemple le cortex d'actine, les lamellipodes ou les faisceaux contractiles. Sur cette diapositive, on a une représentation schématique d'une cellule qui se déplace in vitro sur un support appelé substrat. Il faut imaginer un principe similaire dans l'organisme. La première étape qui se met en place
dans le mécanisme de migration cellulaire est l'extension de philopodes et de lamellipodes. Dans ces structures, que l'on a décrites dans les diapositives précédentes, les filaments d'actine polymérisent, prenant appui sur le réseau d'actine sous-corticale, encore appelé cortex d'actine, et cela permet de repousser la membrane plasmique. Comme on l'a déjà dit, dans les lamellipodes, le réseau d'actine est un réseau de mailles dont les filaments s'entrecroisent avec un angle de 90 degrés, comme cela est rappelé sur le schéma de droite. Lorsque la cellule reçoit un message de stimulation de la migration cellulaire, une cascade de signalisation se met en place dans la cellule. Les seconds messagers de la famille des petites protéines G comme CDC42 sont activés, ce qui active VASP et qui à son tour active le complexe ARP2-3. ARP2-3 se fixe alors sur un filament d'actine déjà existant avec un angle de 70 degrés et initie l'élongation d'un nouveau filament qui peut croître grâce à la mise à disposition par la prophyline d'un pool d'actine G ATP. L'élongation des filaments d'actine pousse la membrane et permet l'avancée du lamellipode. Le lamellipode ne peut pas croître indéfiniment comme cela. Pour persister dans la cellule et continuer d'avancer, il faut qu'il trouve un point d'ancrage. Pour cela, la cellule va organiser des points focaux, encore appelés plaques d'adhérence, qui vont permettre l'attachement de la membrane de la cellule au support sur lequel se trouve la cellule. Dans l'organisme, ce support est une matrice extracellulaire composée de glycoprotéines et de protéoglycanes comme par exemple le collagène, la laminine ou la fibronectine. Comme présenté sur ce schéma, le point focal est en fait un complexe multiprotéique qui permet de connecter les filaments d'actine intracellulaires, représentés en vert, à ces protéines de la matrice extracellulaire. Cela est possible grâce à des protéines dimériques transmembranaires que sont les intégrines que l'on voit ici en bleu. Ces intégrines ont dans leur région extracellulaire un domaine de liaison à la fibronectine via une séquence de 3 acides aminés très conservés, dite RGD, présente dans la fibronectine. Elles ont une région transmembranaire et un domaine intracellulaire capable d'interagir avec un échafaudage complexe d'une multitude de protéines, incluant des dimères de taline, la vinculine et l'alpha-actinine. Des connaissances récentes semblent indiquer que les microtubules, dont on parlera dans le chapitre suivant, sont aussi connectés à ces points focaux et jouent également un rôle dans la migration cellulaire. Comme on peut le voir sur la photo de gauche montrant un lamellipode, les points focaux colorés en bleu ciel s'organisent aux extrémités des fibres d'actine qui, elles, sont colorées en vert. Ils permettent l'ancrage de la cellule au support et évitent que le lamellipode ne se rétracte. Une fois que la cellule a émis un lamellipode et qu'elle l'a ancré au support, pour pouvoir avancer, il faut qu'elle se contracte et détache le point focal postérieur. La contraction de la cellule est rendue possible grâce aux fibres de stress, encore appelées fibres de tension. Je vous rappelle que ces fibres sont des filaments d'actine antiparallèles coiffés à leur extrémité barbue, qui sont connectés à 2 points focaux situés de part et d'autre de la cellule. Les myosines 2, que l'on trouve sur ces fibres de stress, vont permettre le glissement d'un filament par rapport à l'autre, comme l'indique le sens des flèches rouges, et cela permet la contraction des cellules. De façon concomitante, les points focaux postérieurs de la cellule se dissocient, ce qui permet à la cellule de s'allonger un peu plus du côté du bord principal, au niveau des lamellipodes. Pour finir ce chapitre sur les fonctions du cytosquelette d'actine, je voudrais vous signaler quelques toxines naturelles qui sont connues pour agir sur ce cytosquelette. Voyons tout d'abord la phalloïdine, dont vous avez la formule ici. Surtout ne la prenez pas par cœur, c'est inutile. Cette molécule est produite par l'amanite phalloïde. Elle se fixe sur les filaments d'actine
et s'oppose à leur dépolymérisation, induisant donc une accumulation des filaments dans la cellule. La dynamique du cytosquelette est alors perturbée, ce qui provoque des dysfonctionnements cellulaires avec des atteintes rénales et hépatiques. La cytocalasine D, quant à elle, a une origine fongique. Elle se lie aux extrémités barbues des filaments d'actine, empêchant la polymérisation, ce qui modifie l'organisation du réseau d'actine. L'allatronculine A, qui est un métabolite des éponges marines, se lie, elle, à l'actine G monomérique et la séquestre dans le cytoplasme. Dans ce cas, il n'y a plus de monomère disponible pour la polymérisation ou l'élongation des filaments. Donc, elle agit par un mécanisme différent de la cytocalasine D, mais elle a le même effet d'inhibition de la polymérisation. Et pour finir, voici la jasplakinolide. Cette molécule provient également des éponges marines. Son rôle est différent. C'est la seule molécule qui joue un rôle sur la polymérisation de l'actine. En effet, elle s'intercale entre les monomères d'actine des filaments, tous les 3 monomères environ, et comme fait le complexe ARP2-3, elle crée un nouveau noyau de nucléation. La polymérisation des filaments se fait donc de manière amorphe et incontrôlée dans la cellule. Voilà, nous avons fini les chapitres consacrés aux microfilaments d'actine. Nous verrons dans les chapitres suivants les microtubules et les filaments intermédiaires. À bientôt.